sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. C'est un finisseur. Il finit les actions. Exactement. Bonjour à tous, on est super content de se retrouver pour un nouvel épisode de Décrassage, l'émission qui va chercher derrière les paillettes, derrière l'argent, derrière les performances, l'athlète et sa discipline, sa personnalité et ce qu'il a vraiment dans le cœur et dans le corps. On est content de vous retrouver avec la team habituelle. Protin, salut, comment ça va Protin ? Salut tout le monde, ça va très bien, merci beaucoup. Ok, cool. On a aussi Joël, donc vous avez l'habitude, le breton de service. Comment ça va Joël ? En marinière, en mode breton, prêt pour un super sujet passionnant et pas assez traité, donc hâte que tout ça nous soit présenté pour nos auditeurs. Ouais, effectivement. Avant d'accueillir notre invité, on va parler de ce sujet justement. C'est l'anorexie mentale et le burn-out chez les sportifs. On a fait une émission sur la santé mentale il y a pas très longtemps avec une invitée qui s'appelait Grazadi que vous avez sûrement dû voir. Ou alors je vous invite évidemment à la voir. Là, on va pousser le curseur un petit peu plus loin et on va aller parler de choses qui sont plus de l'ordre pathologique justement. L'anorexie mentale et le burn-out. On va s'interroger en compagnie de notre invité sur quelles sont les causes et comment est-ce qu'on peut aussi s'en sortir et quels sont les éléments qu'on va mettre en place pour justement s'en sortir. Alors, sans plus attendre, on l'accueille. Notre invité, c'est Charlotte Vaucher. Salut Charlotte, comment ça va ? Salut, ça va. Tu as sorti un livre qui s'appelle Dans le creux de la vague et donc voilà exactement. Vous allez retrouver le lien aussi en descriptif si vous voulez vous le procurer. Un livre qui parle justement de ton parcours, effectivement, qui était signé Charlotte Meunière puisque tu n'étais pas mariée à l'époque. Mais voilà, on va en parler ensemble. On va dérouler un petit peu ça. On va voir avec toi comment est-ce que tu as vécu les choses, comment ça t'a impacté, comment ça t'a marqué. Et avant tout ça, ce qui serait intéressant, c'est de laisser la parole à Protin, qui va nous expliquer un petit peu dans sa chronique qu'est-ce que l'anorexie mentale et qu'est-ce que le burn-out des sportifs, sujet méconnu comme l'a dit Joël tout à l'heure. Protin, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, à l'heure où la santé mentale est devenue un sujet majeur dans l'actualité sportive, il convient d'évoquer et de définir deux pathologies que l'on peut trouver dans le sport de haut niveau et qui ont été mentionnées précédemment par Jérémy. Il s'agit de l'anorexie mentale et le burn-out sportif. Alors, l'anorexie mentale est une notion dont on ne sait pas exactement la date de son apparition, mais dans un article écrit en 2004 par 3 professionnels de santé aquitains, elle est définie non pas comme un trouble de l'appétit, mais comme une volonté active de restreindre l'alimentation et de perdre du poids chez une personne déjà mince ou maigre. Elle est souvent associée à une perturbation de l'image du corps avec un déni de l'aspect psychologique du trouble et de l'engagement du risque vital. Elle peut se présenter sous la forme restrictive pure ou être accompagnée de vomissements ou accès boulimique. Elle fait partie de ce que l'on appelle les TCA, les troubles du comportement alimentaire. L'anorexie mentale se manifeste généralement au début de l'adolescence et est essentiellement présente chez la gente féminine. Le burn-out sportif, athletic burnout, a été défini en 1984 par le chercheur R.A. Smith sur la base du burn-out en milieu professionnel. Il consiste en l'état de fatigue ou de frustration lié à un engagement dans l'activité sportive qui n'aurait pas apporté la gratification attendue. En somme, il s'agit d'un retrait psychologique et physique d'une activité en relation avec un stress excessif ou une insatisfaction. Qu'en est-il de ces deux pathologies en milieu sportif ? Certains sports exacerbent l'effet d'anorexie mentale, notamment les sports où la représentation corporelle au niveau esthétique est importante, tels que la natation, la gymnastique ou la danse. L'environnement de ces sports cités peut avoir une influence néfaste dans le développement corporel de ces jeunes sportives, puisque c'est essentiellement des jeunes filles qui les pratiquent. Quant au burn-out sportif, il découle souvent du surentraînement,
Ce dernier est le résultat d'une balance inadéquate entre le volume intense d'entraînement et les périodes de récupération. Par conséquent, l'athlète se trouve dans une situation où il ou elle ne peut plus répéter les mêmes efforts que précédemment. Le burn-out se traduit donc par de l'épuisement émotionnel et physique. La chute de l'accomplissement personnel devient celle de la réussite sportive et il peut arriver que le burn-out entraîne le désengagement sportif et le retrait social. En conclusion, l'anorexie mentale et le burn-out sportif sont deux notions qui nécessitent d'être comprises en amont et qui appellent à la plus grande vigilance afin que l'équilibre physique, émotionnel et social de l'athlète soit préservé et que le sport de haut niveau ne soit pas perçu comme un domaine lié au calvaire. Merci Protin pour cette définition. C'est très très dense. Il y a beaucoup de choses dedans. Je pense qu'il y a forcément des passerelles aussi avec le monde du travail classique, on va dire. Là, il y a encore plus d'impact parce que du coup, le sportif ou l'athlète base vraiment ses performances sur cet aspect physique. Donc, forcément, quand ça va pas, tout le reste ne suit pas, les résultats ne suivent pas et forcément le mental ne suit plus du tout. J'aimerais du coup te présenter, Charlotte. Toi, tu faisais du coup, tu étais athlète de haut niveau, bien sûr. Tu faisais de la nage en eau libre, donc longue distance, 5 km, 10 km. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ton parcours et est-ce que ce que tu as vécu était lié à ta discipline en particulier ? Oui, alors c'était pas directement lié à ma discipline parce que moi j'ai arrêté le sport de haut niveau suite à un surentraînement justement à l'âge de 20 ans, ce qui est pas vieux. Et puis retraite très tôt. Et simplement c'est que j'ai jamais appris à écouter mon corps et puis c'était comme une machine et donc j'étais un robot quoi qui fonctionnait tous les jours sans trop se poser de questions, juste avec l'unique but d'aller au JO et puis de performer en fait. Et puis un jour à force de mettre du scotch sur mon corps et de ne pas le laisser pareil en fait, ça a explosé. Et puis du jour au lendemain je pouvais plus nager quoi. Je nageais 100 mètres, je faisais quoi, même pas 5 minutes et il fallait que je sorte de l'eau parce que j'avais de l'acide lactique dans tout le corps, ça me brûlait les muscles partout. Un peu comme moi quoi, normal. Quand tu nages le papillon, c'est ça? C'est ça. Ouais, quand je coule le papillon. Ouais, j'arrivais plus à aligner des figures. Je montais les marches d'escalier, j'en pouvais plus. Je faisais des nuits de 12 heures et j'étais encore fatiguée. Enfin, c'était un truc colossal, quoi. Et puis, il fallait que je me résolve à arrêter, en fait, parce que j'allais au bord du bassin, puis je me disais, allez, j'y vais au mental, sauf que le mental, ça marchait plus, quoi. La machine était out, et puis il y a un moment où simplement j'ai arrêté d'aller au bord du bassin parce que ça me faisait plus de mal qu'autre chose psychologiquement. J'étais comme l'entraîneur, il me disait que je pouvais l'aider à entraîner, à coacher et tout, mais moi je m'en fichais quoi de ça. Je voulais pas coacher ou entraîner, je voulais juste nager et puis performer. Et puis du coup j'ai arrêté de y aller et finalement derrière tout ça qu'est-ce qui se cache? C'est que mon identité, c'était mon sport. Donc si j'ai plus mon sport, où est mon identité? Qui je suis? Je sais pas, et tout s'effondre en fait. Donc il va falloir trouver quelque chose d'autre pour greffer mon identité dessus. Et moi, ça a été la nourriture et les prises alimentaires. Donc en fait, j'avais aussi la maladie de Lyme à cette époque-là. Et je voulais me soigner par le jeûne. Donc je dis ça parce que la maladie de Lyme, c'est quand on se fait piquer par une tique. C'est une petite bête que tu trouves dans la forêt. Il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique, tout ça. Puis en fait, il y en a qui sont porteuses d'une infection, la borréliose. Et puis en fait, ça se transmet dans le sang. Et puis c'est encore assez inconnu. Enfin, il y a plein de recherches qui se font ces temps, mais c'est quelque chose qui peut se manifester aussi bien chez une personne, par exemple, elle a des troubles de l'attention, de la mémoire, et aussi bien chez une autre. Elle est fatiguée en permanence, elle fait que dormir. Donc ça se manifeste vraiment différemment chez les personnes. Selon les personnes. Ouais, selon les personnes, exactement. Puis moi, il se trouvait que j'avais ça, parce que je m'étais fait piquer par une tique. Et puis en fait, je voulais jeûner
pour soigner ça parce que j'avais pas envie d'avoir recours à des antibiotiques et des traitements de cheval. Et finalement, le jeûne, quelque part, c'était quelque chose qui est arrivé au moment où j'arrêtais la natation. Et puis, j'ai commencé à mettre tout mon focus sur comment bien jeûner, l'alimentation, tout ça. Et puis, petit à petit, en fait, c'était la dégringolade, quoi. Ouais, en fait, t'as pas retrouvé l'équilibre, t'as basculé de l'autre côté. Franchement, par rapport aux définitions de Protin, on peut presque dire que tu as enchaîné les deux, c'est-à-dire le burn-out sportif, et puis qui t'a amené du coup sur l'anorexie mentale. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu as basculé dans l'anorexie mentale? Quelles étaient tes motivations à ce moment-là? Mais en fait, là, je le dis avec le recul, tu vois. Mais sur le moment, je me rendais pas compte. J'ai basculé dedans et j'avais même pas conscience de ce que je faisais en fait. En fait, mon fonctionnement dans les entraînements, c'est-à-dire la planification, t'as le calendrier avec tes entraînements, tes compètes et tout ça, et tout est minuté. Bah ça, inconsciemment, je l'ai répercuté sur les prises alimentaires. Je fais la même chose. Du coup, finalement, j'ai pas changé de schéma de fonctionnement. En fait, j'ai juste greffé sur un autre truc. Je m'en suis même pas rendu compte. Donc mon état d'esprit, j'étais dans le brouillard total. Puis avec ça, il faut dire aussi que ce burn-out sportif, ben forcément, il y a eu un état de dépression. Donc j'étais dans le brouillard total, quoi. Je savais même pas qu'est-ce qui m'arrivait. Est-ce que tu as eu à un moment ce sentiment d'avoir envie de te punir toi-même, en fait, de dire bah voilà, mon corps, là tu parles à ton corps, t'arrives pas à me donner ce que je veux dans le sport, et bah je vais te punir, et dans une autoflagellation. En fait, là il y a une dichotomie peut-être entre le corps et l'âme ou l'esprit. Enfin, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de chacun. Comment t'as vécu ça, toi? Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est que bah, je rendais mon corps responsable de cet échec. Je disais mais pourquoi tu me fais ça en fait? Pourquoi tu me lâches? Pourquoi il m'arrive ça maintenant? Et alors qu'en réalité il avait juste besoin d'être écouté. Je l'avais déjà assez maltraité. Mais ce que j'ai fait, c'est que finalement j'ai continué à faire des pratiques qui de base peuvent être saines, comme avant de faire des courses en eau libre tôt dans la saison. On fait des bains d'eau froide pour préparer notre corps aux températures, tout ça. Et en soi, dans un cadre d'entraînement et tout ça, c'est sain. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je continue à le faire pour en fait faire taire mon corps, parce que le froid, c'est le seul truc qui faisait que je l'entendais pas en fait. Donc je m'immergeais dans les glaçons et je bougeais plus pendant 30 minutes dans ma baignoire parce que je voulais pas entendre mon corps crier de douleur en fait. Quand tu parlais d'identité, est-ce que étant jeune, parce qu'on sait que l'anorexie mentale arrive généralement à un certain âge, mais extrêmement jeune. Est-ce que tu avais un rapport particulier avec qui tu étais à la base au moment où tu as commencé la natation ou la natation en eau libre, ou bien tout ceci t'a rattrapé en fait au fil du temps? Mais je pense que ça m'a rattrapé parce que faut savoir que les troubles du comportement alimentaire, ça arrive quand il y a des questionnements sur l'identité en fait. C'est quoi le sens de la vie? Pourquoi j'ai décrit toutes ces choses-là? Et c'est pas tant les questions qui amènent le trouble, mais c'est les réponses que tu vas donner à ces questions, en fait. Et puis, moi, ce qui s'est passé, c'est que dans l'adolescence, vu que j'étais focus que sur mon sport, j'avais pas le temps, j'avais pas une seconde pour me poser des questions sur moi-même, en fait, sur qui j'étais, sur le sens de la vie, ces choses-là. Donc, en fait, ça a fait que repousser l'échéance. Et puis c'est arrivé, au lieu d'arriver à, je sais pas moi, 14 ans, quoi, c'est arrivé à 20 ans en fait. Parce que c'était quoi ton rythme d'entraînement pour qu'on se rende compte dans la natation quand même, en plus c'est un sport exigeant, enfin 10 km de nage, il y en a... Enfin, on se rend pas compte. Est-ce que tu peux nous donner des chronos de nombre d'heures dans l'eau, des séances? Enfin, on se rend pas compte ici. Jérémy, il a jamais couru plus d'1 kilomètre à part derrière un ballon. Mais on le taquine souvent. Mais est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Moi, je reste longtemps dans le sauna. Je reste longtemps. Tu devrais essayer. Enfin, pas dans le sauna, dans l'eau chaude, dans le jacuzzi. Tu devrais essayer le water polo, Jérémy, peut-être. Après un ballon, peut-être t'arrives à nager. Ouais, faudrait que j'ai pied, c'est ça le problème. Pour vous donner une idée, c'est vrai que c'est hyper ingrat et intense comme sport parce que t'as l'impression que t'as un poisson dans un bocal, mais
dans les charges les plus hautes, c'est 2 entraînements par jour. Donc, t'es quoi, 1h30 le matin dans l'eau, 1h30 le soir dans l'eau, puis entre deux, t'as 1h30 de muscu. Puis tu fais ça tous les jours. Et puis, des fois, il y a des jours où, dans les périodes moins chargées, c'est un entraînement, par exemple, le lundi, 2 le mardi, 1 le mercredi. Enfin, tu vois, t'alternes un peu. Sauf que moi, j'avais aussi le sport à l'université parce que je faisais un bachelor en sciences du sport en Suisse. Et du coup, j'avais encore plus de sport. Donc, physiquement, je me le donnais tout le temps, en fait. Mais j'étais vraiment... en fait, dès que je suis arrivée à Lausanne, les 2 dernières années avant que je fasse burn-out, bah, j'ai tout mis dans la natation, quoi. J'avais plus que ça. Je voulais vraiment mettre full package dedans. Et du coup, je m'accordais même pas du repos. En fait, j'avais même pas un jour de repos dans la semaine. J'enchaînais avec les compètes, les week-ends et tout ça. Et puis, vu que c'était de la nage de longue distance, ben forcément, les entraînements sont plus longs. Et ça part sur, par exemple, ça va vous paraître colossal comme ça, mais un 10 fois 400 mètres avec des départs et puis toujours au même rythme, mais c'est des rythmes de fou, quoi. Après, tu fais des 20 fois 100 mètres, départ une 15, une 20, et tu les enchaînes tous. Et quand on arrive au dernier, l'entraîneur, il te dit, ah non, en fait, il y en a encore un, donc tu en refais encore un. Puis t'es là, c'est des Et tout ça sur une séance? Ben ouais. Puis T'avais des Philippe Lucas comme style Philippe Lucas comme entraîneur. Est-ce que tu peux nous donner une vitesse moyenne, enfin maximale à laquelle tu pouvais atteindre pointe de vitesse? Mais tu dis que je tiens sur un 5 kg, genre? Ouais, par exemple, ouais. Ou sur un 400, on va voir. Parce que si je prends sur un 50 crawl à fond, moi j'étais pas une sprinteuse, donc c'était pas extraordinaire ce que je faisais. Je faisais le 50 en 29 secondes, tu vois, c'est pas pour... Mais après, pour des longues distances, pour donner une idée, les 5 km, je mettais 1h09, et les 10 kg, je mettais 2h28, quelque chose comme ça. Après, sur les 100 mètres, je faisais des séries, départ une 15, une 20, je nageais une 10, quoi. J'avais 5 secondes de récup entre chaque. Évidemment, tu faisais partie des meilleurs au niveau national. Du coup, est-ce que c'est quelque chose, ce rapport au corps là, un peu déséquilibré, est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté aussi chez des collègues nageuses ou nageurs? Est-ce que c'est encore plus exacerbé dans un sport où il y a la notion de performance pure, elle est vraiment importante? Ou est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais la seule peut-être à avoir un problème avec ton rapport au corps? Mais en réalité, quand je nageais, j'ai jamais eu de problème en soi. Je me suis jamais, en fait, je me suis aussi cachée derrière ça parce que j'avais, quand tu nages, t'es hyper carré, surtout, t'es un peu, tu ressembles, c'est pas très féminin, quoi. Tu ressembles à un camionneur, t'as les épaules comme ça, t'es taillé, et puis, en réalité, c'est quelque chose où moi, je me sentais protégée, en fait. Puis j'étais fière de cette carrure, en vrai. J'étais là comme c'était une protection, puis si on me cherchait, on m'embêtait, j'étais comme me cherche pas, tu vois. Tu roulais des épaules, quoi. Ouais, donc pour moi, c'était pas quelque chose qui était embêtant. C'est marrant parce que en vrai, t'es confronté tout le temps à ça parce que t'es en maillot de bain tous les jours. Mais en réalité, avant d'arrêter et de faire ce burn-out, j'ai jamais eu de problème avec mon corps à me dire ah mais je suis trop ci, je suis trop ça, ou à regarder les autres ou à me comparer. C'était pas un truc. C'est vraiment quand ça a pris fin que la bascule, elle s'est faite. Justement, dans le livre, tu parles aussi, ça va très loin, du coup, enfin très profond en tout cas, si on veut garder la métaphore de l'eau. Ça va jusqu'à l'hôpital psychiatrique, justement. Est-ce que tu peux nous parler justement de jusqu'où t'es arrivé et peut-être un peu pourquoi t'es arrivé jusque-là? Pourquoi? Parce que finalement, il y a un moment donné où tu as besoin d'aide et puis tu peux plus, quoi. Et d'avoir toujours fonctionné toute seule, parce qu'il faut savoir qu'avant d'être dans une structure
adapté pour la nage en eau libre. En fait, j'étais dans un petit club qui pratiquait pas ça. Et puis en fait, la réalité, c'est que la moitié des entraînements, je les faisais toute seule. Donc je me bouffais 7 kills toute seule, à compter les carreaux, à me faire les départs moi-même et à me coacher en quelque sorte. Donc cette mentalité à toujours avancer seule. Mais il y a un moment où tu peux plus toute seule, quoi. Puis j'étais là, j'ai essayé encore une fois par moi-même de faire un jeûne, de machin, pour me guérir, pour soigner et tout. Et puis il est arrivé un moment où j'ai crié à Dieu, en fait. J'en pouvais juste plus. Parce que j'étais là, mais il faut que j'ai un sens à ma vie. Enfin, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'existe? J'ai plus aucune motivation de vivre, quoi, parce que la natation, c'était ma vie. Et puis maintenant, j'ai besoin d'aide, en fait. J'ai un peu crié à l'aide. Et puis après, j'ai reçu cette conviction vraiment dans mon cœur que c'était le temps de lâcher et puis de me faire hospitaliser si je voulais vivre, parce que sinon, j'allais juste mourir. En fait, j'avais perdu une vingtaine de kilos. C'était un cauchemar jour et nuit. Même la nuit, je sortais et puis j'allais dehors parce que j'en pouvais plus. J'ai l'impression d'être poursuivie dans ma tête par une voix qui me condamnait tout le temps, qui me disait que j'étais nulle, j'étais pas capable, tout ça. Je voulais fuir cette voix et puis j'arrivais pas, en fait. Je courais dehors dans la neige en pleine nuit. Est-ce que ton parcours spirituel, il commence justement ce questionnement, il commence à ce moment-là précis, c'est-à-dire que t'avais pas de background forcément croyant, ou comment ça s'est passé? C'est à un moment un jour tu t'es réveillé, tu t'es dit y a que Dieu qui peut m'aider, y a qu'un Dieu qui peut m'aider? Comment ça s'est déroulé? J'ai pas une culture familiale chrétienne, dans le sens que j'avais jamais entendu parler de Dieu, et puis c'était pas quelque chose en soi qui m'intéressait, mais j'avais vraiment jamais entendu parler. Pour moi, c'était juste un truc dans une case, genre ça c'est de la religion, puis voilà. et puis en fait, il y a un jour, il y a une amie à ma maman qui est chrétienne, et comme par hasard, avec un grand D, et elle m'a conviée à faire une sortie avec elle. Et puis, en fait, je lui disais, mais je sais plus quoi faire. Est-ce que je me fais hospitaliser maintenant? Est-ce que j'attends de finir mes études? Mais j'en peux plus. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et puis, elle a eu vraiment la sagesse de me dire, moi, en fait, je peux pas t'aider. Donc, elle a eu cette sagesse de pas prendre la place du sauveur. Enfin, c'est pas elle qui va me sauver, tu vois. Enfin, elle peut m'aider, mais je veux dire, c'est pas elle qui va me porter puis qui va faire des trucs à ma place. Et puis, du coup, elle a dit, mais si tu veux, je peux prier pour toi. Et puis, mon point j'en étais, j'ai dit, vas-y, prie. De toute façon, si ça marche pas. Perdu pour perdu, allons-y. Donc, elle a prié. Et puis, après, ça a été vraiment radical. Enfin, c'était pas un truc, c'était pas un processus, tu vois. La rencontre avec Dieu que j'ai vécue, c'était comme jour-nuit. Et puis, ça a tout changé parce que je suis tombée, le lendemain, j'ai pris le train pour aller à l'université, puis je suis tombée sur ce fameux petit papier au bord de la fenêtre. C'était un verset biblique et puis un petit texte. Et puis ça m'a battu au visage parce que c'était comme tout ce qui m'arrivait, puis j'étais comme là, waouh, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, après, j'avais la conviction dans mon cœur, et je pense que c'est Dieu qui me parlait à ce moment-là, d'arrêter mes études, d'aller me faire hospitaliser, de demander de l'aide. Et en fait, je savais vraiment que ça venait pas de moi, mais que c'était pour mon bien, parce que moi-même, j'aurais jamais été capable de me dire ça, tu vois. Genre, abandonner, moi, en ayant nagé, jamais abandonné une seule course, demander de l'aide, moi qui ai toujours fonctionné toute seule, enfin, c'était comme impossible que ça vienne de moi, quoi. Justement, c'est évidemment dans cette émission, on aime bien équilibrer ça, le corps, l'âme et l'esprit. Joël, toi justement, t'accompagnes des sportifs, donc au niveau de l'aumônerie, et il y a cette partie spirituelle qui est très importante. Est-ce que toi, dans le suivi là ces derniers temps, ces dernières années, t'as pu voir plus de burn-out, plus de problèmes qu'a rencontré Charlotte, d'anorexie, et comment est-ce que tu accompagnes ces sportifs là qui sont sujets à ça?
Ouais, alors effectivement, la question du burn-out, alors on va parler aussi de la santé mentale. Avant, on en a déjà parlé dans des émissions, mais qui se dégrade, on en parle de plus en plus. Moi, pour être honnête, j'ai découvert la question de l'anorexie mentale à travers le témoignage de Charlotte, puisque dans son processus de reconstruction, de découverte de la foi chrétienne, on a été mis en relation par quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on a invité dans l'émission, Sandrine Ray, qui est aussi aumônière du sport, et Charlotte s'est intéressée aussi à l'accompagnement, mais aussi parce qu'elle a été accompagnée. Donc j'ai découvert l'anorexie mentale. Je connaissais la bigorexie, qui est une forme d'addiction au sport. Hein. Il y a sûrement des choses parallèles. Tu pourras rebondir, Charlotte, là-dessus, parce que Vicente Lizarazu en avait parlé dans les médias, lui qui était très accro au foot, et ça a basculé après sur le surf et des sports à risque. Du côté de ce manque, mais j'ai la question du burn-out, on entend un peu plus parler. Alors moi je pense que certains utilisent ce mot qui est un peu à la mode, mais est-ce qu'ils l'ont réellement expérimenté? Ça serait à creuser, mais je pense que ce que j'ai vu, c'est que beaucoup étaient dans des états dépressifs, mais osaient pas l'admettre, osaient pas mettre ce diagnostic, parce que ils veulent pas se rendre vulnérables, fragiles, et se l'admettre eux-mêmes, notamment chez les hommes, c'est un signe de faiblesse. Concernant l'anorexie et l'anorexie mentale, comme ça a été dit par Protin, c'est beaucoup chez les femmes qu'on retrouve ça quand même. Donc moi j'ai eu moins d'accompagnement sur ce côté-là, mais vraiment de voir des gens qui sombraient à partir de certaines saisons, mais qui se rendaient pas compte que ce n'allait pas, et qu'ils avaient besoin de mettre en place des choses dans la santé mentale, hein, qu'on a dit, comme avoir des amis, avoir des bonnes fréquentations, respecter des heures de sommeil. Chez des sportifs de haut niveau, je suis effaré de voir comment les heures de sommeil sont volées pour faire de la PlayStation, être sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça contribue à détériorer la santé mentale. Et il faut redire, si on veut prendre soin de notre santé mentale, il faut se coucher à heure fixe, il faut se coucher tôt, il faut respecter un rythme pour le corps, et puis aussi avoir un environnement qui soit sain, voir des amis. Et souvent le sportif de niveau, et ce que disait Charlotte, c'est qu'on se retrouve même isolé dans notre pratique, on se retrouve marginalisé par rapport à nos amis, on n'a pas le même rythme de vie. Quand eux ils vont boire un café, et ben on peut pas sortir, quand ils vont à un mariage on n'est pas avec eux, et donc tout ça fait que ça contribue à notre mal-être. Et si on n'a pas quelqu'un à qui en parler, eh ben on bascule dans une dépression, et certains traînent leur spleen, hein, comme on dit, et ça se ressent sur les entraînements, ils sont pas motivés, et après ils comprennent pas qu'ils jouent pas le week-end, ils sont pas pris, alors que techniquement, tactiquement, sur la base du talent, ils sont forts, mais sur ce qu'ils arrivent à donner, y a plus personne. Et la difficulté, c'est qu'ils arrivent plus à en parler. Alors aujourd'hui, dans les clubs, peut-être vous avez vu ça dans des reportages où certains joueurs m'en ont parlé, notamment dans le foot, on tape sur une machine si on a bien dormi, si on a bien fait ceci, si on a bien mangé. Et ça permet d'avoir un retour. Et même ça, en fait, c'est faussé, parce que les joueurs ont peur de, s'ils ont dit qu'ils ont mal dormi, qu'est-ce que ça va induire sur le choix du coach par rapport à la compétition. Et il y a toujours la peur d'une sanction, d'une punition, et il y a toujours cette culpabilité qui vient, dont Charlotte nous a parlé, et il faut réussir à s'en décharger. Et c'est là où nous, dans l'accompagnement, on peut travailler sur cette notion de culpabilité, de rentrer dans le repos, de découvrir la véritable paix. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Je sais pas si Charlotte, tu veux rebondir sur ce que j'ai partagé, si ça correspond un petit peu aussi à ce que tu as vécu dans l'accompagnement, quoi. Oui, ouais, c'est sûr que moi je dirais que un des plus gros challenges quand même en tant que sportif, c'est de se détacher de cet aspect de la performance, d'être aimé juste parce qu'on performe, quoi. Et puis de se sentir coupable au moindre truc. Parce que moi, j'étais aussi beaucoup dans le perfectionnisme, mais genre, en fait, je mettais tellement tout. Tu sais, je voulais tout faire parfait, et je le faisais tellement tout parfaitement bien que je me disais, au moins, si je rate ou que je fais une mauvaise perf, c'est pas ma faute, tu vois. Parce que je me culpabilisais de fou si je ratais un entraînement parce que j'étais malade. Mais déjà, c'était hyper rare, parce que même si j'étais malade, j'y allais, quitte à être encore plus mal après. J'avais 39 de fièvre, j'allais à l'entraînement parce que j'étais là. Sinon, l'entraîneur, il va penser que
je suis une tire au flanc, puis que je fais rien, et puis que je me bouge pas, et tout ça. Puis en fait, cette voix, elle est terrible, quoi, parce qu'elle est là, non seulement elle prend naissance dans ce contexte sportif, mais elle est là dans tous les autres domaines de ta vie, du coup, aussi. Et tu la traînes partout, cette voix de la culpabilité. Puis honnêtement, moi, il n'y a que Dieu qui a réussi à m'en libérer, à m'en détacher pleinement, parce que je sais que j'ai pas besoin que je suis pas coupable, et puis que j'ai pas besoin de faire des perfs et de produire un truc pour être aimé et puis pour être bien avec qui je suis. Justement, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport au sport ? Est-ce que tu as pris beaucoup de hauteur et puis tu peux regarder des nageurs sans aucun problème faire leur perf, ou alors est-ce que ça te pique encore un petit peu ? Quel est ton rapport au sport ? À ma plus grande surprise, et ça je le prends vraiment comme une grâce et un cadeau, j'ai pas été dégoûtée de nager. Ça a pas été pour moi, j'ai arrêté un petit temps quand j'étais en clinique, mais après je suis retournée, j'ai pris du plaisir, j'avais des sensations et tout. Et ça, franchement, j'aurais jamais imaginé, donc ça, je suis tellement reconnaissante. Après, j'ai dû prendre une distance beaucoup plus longue. Et quand je dis plus longue, il doit s'agir de 2-3 ans. Où j'avais cette conviction vraiment de plus suivre les résultats, de plus suivre les JO, de plus suivre toutes les perfs sportives un temps, et pour m'en détacher. En fait, j'avais besoin de faire mon deuil, parce que quand j'étais en clinique, c'était la période des JO en plus. Et en fait, il y avait la télé dans la chambre, et genre j'étais là. Et je voyais des jeunes qui performaient, puis après elle témoignait, puis elle disait j'ai tout donné, je suis trop contente, j'ai la médaille d'or, machin. Et moi, ça venait me chercher. J'étais là, mais pourquoi moi, je peux pas, quoi? Et c'était juste terrible. Donc, je savais, et j'ai pris conscience à ce moment-là que j'avais besoin de beaucoup plus de temps et de juste arrêter de suivre les trucs, d'être abonné à Eurosport, à machin, un truc. Et puis, prendre ce temps. Et après, maintenant, aujourd'hui, j'ai assez de recul et puis j'ai assez avancé pour être capable de regarder une course de natation sans que ça vienne me chercher, en fait. Puis je suis juste là, c'est cool, mais en fait, j'aurais même pas envie d'y retourner, tu vois. J'aurais pas envie. Tu regardes juste des 50 mètres, comme ça, c'est assez court pour pas venir te chercher. Ouais, merci beaucoup vraiment Charlotte pour ce moment, pour ce partage à cœur ouvert. Évidemment, je rappelle qu'on peut trouver beaucoup plus de détails. Là, on a juste effleuré un petit peu le sujet, mais c'était important de pouvoir discuter avec toi. On retrouve plus de détails dans ton parcours, dans ton livre, donc du coup dans le creux de la vague, qu'on mettra en lien. Ouais, vas-y. Je coupe juste, mais j'ai un site internet en fait dans lequel il y a aussi des articles que j'écris sur l'identité et toutes ces choses qui sont liées aux troubles spécifiquement alimentaires. Donc si vous pourrez mettre aussi le site en lien. Ouais, exactement. On mettra les ressources que tu proposes, parce que du coup aujourd'hui aussi tu discutes de ça autour de toi. Évidemment, quand on est passé par là, on a envie d'aider les autres, et c'est tout à ton honneur. Je vais laisser la parole à Joël du coup pour conclure pour le désormais célèbre speed dating. Merci beaucoup Jérémy, merci Charlotte pour ton témoignage qui est précieux, et tu as presque pris mon speed dating, parce que effectivement ce que j'allais dire, c'est lié à la performance, à cet esprit de performance que tout homme, quel qu'il soit sportif ou autre, quelles que soient ses aspirations dans la vie, en fait on est tous tiraillés, on est tous pris par cet esprit de performance. Et j'ai en vision ce sportif perfectionniste que le grand public a connu, Johnny Wilkinson, un superbe rugbyman. J'ai lu sa biographie, son autobiographie, où il partageait vraiment son perfectionnisme et les heures d'entraînement qu'il faisait, et qu'il n'était jamais satisfait de lui-même. J'ai découvert un de ses documentaires qui m'a touché au plus haut point, où il partageait son parcours, et je pleurais pour lui, et il a trouvé une réponse dans la spiritualité et dans le bouddhisme. Alors je prie qu'il puisse aller plus loin dans son cheminement pour accueillir ses propres souffrances, comme Christ nous accueille avec nos souffrances, parce que lui-même a souffert. Et j'aimerais nous laisser cette interpellation de Jésus dans les évangiles, qui dit: à quoi servirait-il à un homme de performer
de gagner le monde s'il perdait son âme. Et ça, c'est une réflexion qui est très profonde, parce que après, il va dire cette phrase, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il parle comme un entraîneur, il dit: car mon joug est doux et léger, et je suis doux et humble de cœur. Et là, il a quelque chose qui est révolutionnaire, il nous propose quelque chose qui semble peser sur nos épaules, le fait qu'on va le suivre, mais il dit: il est doux et léger, je suis doux et humble de cœur. Alors ça nous parle quand on a eu des entraîneurs très durs dans notre carrière. Lui, il veut être un entraîneur qui est doux et humble de cœur, mais il dit: ceux qui sont fatigués et chargés, venez trouver du repos auprès de moi. Et en fait, finalement, il y a un lien entre ces deux phrases qui dit: on court après une performance, on veut gagner des choses, mais on n'est jamais dans le repos. On n'est jamais dans la satisfaction, parce que le propre de l'homme, c'est de prouver qu'il va s'en sortir toujours par ses propres forces, ses propres mérites. Et saint Augustin disait: mon cœur ne peut être trouvé dans le repos jusqu'à ce qu'il t'ait trouvé, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est un peu ce que tu nous as dit, Charlotte, c'est que finalement tu es rentrée dans ce repos. Je vois en toi quelqu'un qui est apaisé, qui est assagi, qui est en clair avec elle-même, parce qu'à un moment donné, elle a crié vers son Créateur et elle a trouvé le vrai repos. Non seulement le repos pour le corps, mais aussi le repos pour l'âme, mais aussi plus loin le repos pour l'esprit, et aussi ce repos dans lequel on va rentrer pour l'éternité, en fait. Et il y a quelque chose qui est plus grand et qui nous dépasse, et souvent on court après des choses éphémères sur cette terre. Et là, l'interpellation de Jésus, c'est aussi: est-ce qu'on court pour des choses qui comptent pour l'éternité? Et sachons que Dieu veut qu'on puisse rentrer dans ce repos. Nous allons, certains sortent des vacances de fin d'année au moment où vous voyez cette émission. Est-ce que vous êtes reposé malgré les vacances, ou vous êtes toujours agité au-dedans de vous? C'est l'occasion de vous poser au pied de Jésus, que vous soyez sportif ou pas. Il veut vous offrir ce repos et cette paix. Alors merci Charlotte de nous l'avoir rappelé à travers ton témoignage qui est puissant, et on encourage les gens à aller lire ce livre, ton livre Au creux de la vague, qui est passionnant. Merci. Merci Charlotte. Tu reviens quand tu veux dans cette émission. On te recevra avec plaisir. Et puis à l'occasion, je viendrai faire quelques longueurs avec toi. Enfin une ça suffira déjà. Deux, allez, deux. Ça dépend de la taille de la piscine. Mais merci beaucoup en tout cas à toi pour la profondeur de ton témoignage. Merci Joël pour la profondeur aussi de ta chronique et les choses qui nous interpellent et qui sont censées nous interpeller. Merci Pro pour ton éclairage scientifique sur l'anorexie mentale. On vous donne rendez-vous du coup pour un autre sujet qui n'est pas encore que je ne peux pas encore vous donner car il n'est pas encore décidé. Mais voilà, révisez bien. Vous pouvez revenir sur l'épisode sur la santé mentale qu'on a déjà fait précédemment. Et puis vous saurez tout, vous serez béton sur le sujet. Merci à tous et puis à très bientôt. Ciao.